Cube Radio. Épilogue. Bienvenue dans le premier épisode de notre thème sur la crise étudiante. Je suis Benjamin Tremblay, je suis en compagnie de mon collègue Denis Martel. Salut Denis. Salut Ben. Épilogue, c'est un podcast qu'on a pensé à la manière d'un épilogue. On demande aux acteurs principaux de notre histoire d'épiloguer, si on peut dire, sur les événements marquants auxquels ils ont participé, pour mieux comprendre leur rôle dans le récit national. Est-ce que leur vision des événements a changé avec des années de recul? Et quelles leçons les nouvelles générations peuvent tirer de leurs réflexions? Et aujourd'hui, on est très fiers de vous dire que c'est la première fois depuis la fin de la grève étudiante de 2012, une des plus grandes crises sociales de l'histoire du Québec. Eh bien, c'est la première fois depuis 8 ans que les 3 acteurs principaux de la grève sont réunis ensemble. En septembre dernier, on a pu rencontrer Gabriel Nadeau-Dubois, Martine Desjardins et Léo Bureau-Blouin à l'hôtel Château-Laurier à 2 pas du Parlement de Québec. Chacun leur tour, ils se sont prêtés au jeu de raconter leur vision des mois très mouvementés qui ont mené à l'annulation de la hausse des frais de scolarité du gouvernement libéral de Jean Charest. À bien y penser, je pense que ce sera la première fois qu'on se retrouve dans un contexte comme celui-ci pour reparler de 2012. Ça va être intéressant, j'ai hâte de voir c'est quoi les bilans, les leçons que Léo et Martine tirent de ces événements-là. Ouais, je pense que ça va être une belle discussion parce que c'est des événements qui, je vais parler pour moi, mais je pense qu'ils vont être d'accord avec moi, qui ont bouleversé ma vie complètement, qui ont changé la trajectoire de ma vie de manière irrémédiable. Puis en fait, c'est la même chose pour des centaines de milliers de jeunes Québécois puis de jeunes Québécoises qui ont aussi vécu ce moment-là comme un point tournant dans leur vie. Fait que, ouais, je pense que ça va être une belle discussion. Après la grève, les 3 ont flirté avec la politique active. Gabriel Nadeau-Dubois est d'ailleurs encore député et co-porte-parole de Québec solidaire à l'Assemblée nationale. Léo Bureau-Blouin a été brièvement élu en 2012 dans le gouvernement du Parti québécois de Pauline Marois, qui avait été nommé adjoint parlementaire pour les dossiers de la jeunesse. Quand le gouvernement a été battu aux élections suivantes, il a poursuivi ses études en droit. Martine Desjardins, elle, de son côté, a tenté sa chance comme candidate dans GROU pour le Parti québécois en 2014, mais elle n'a pas été élue. Elle est maintenant directrice générale du Mouvement national des Québécois, un organisme qui a pour but de défendre et promouvoir l'identité québécoise. C'est un peu une ironie du destin que les 3 leaders aient pris la route du Parlement alors que les 3 avaient vivement dénoncé le gouvernement à l'époque. Ou bien est-ce que c'est pas simplement l'évolution naturelle des choses qui a voulu s'impliquer dans la vie politique? Dans le prochain épisode, on pourra les entendre discuter tous les 3. Aujourd'hui, on vous propose d'écouter les entrevues avec chacun des 3 leaders étudiants. Ils ont accepté de nous expliquer le rôle qu'ils jouaient à l'époque, le pouvoir qu'ils avaient sur leurs différentes associations et le déroulement de la crise. Qui étaient ces 3 jeunes étudiants en 2012, à la tête des 3 grandes associations étudiantes en grève? Et qui sont-ils devenus aujourd'hui? Mais d'abord, avant de plonger dans le récit de Léo, Martine et Gabriel, c'est quoi la crise étudiante de 2012 et pourquoi ça a pris une telle ampleur? Remontons ensemble au 21 février 2005. Le gouvernement Charest annonce la conversion de 103 millions de dollars de bourses en prêts. C'est le déclenchement de la grève étudiante de 2005. 5 ans après cet épisode, le problème de financement des universités revient sur la table lorsque Denis Brière, à ce moment le recteur de l'Université Laval, dit que les universités n'ont pas le choix et que pour combattre les lourds déficits institutionnels, il faudra augmenter les frais de scolarité d'au moins 1500 $ par année. Le débat est relancé. Le 18 mars 2011, le gouvernement libéral majoritaire de Jean Charest dépose un budget dans lequel il prévoit une hausse des frais de scolarité, 325 $ par année pendant 5 ans, pour un total de 1625 $. C'est une augmentation de 75 %. Immédiatement, l'opposition s'organise chez les étudiants. Le 31 mars 2011, une manifestation de l'AC à Montréal a lieu devant les bureaux de Jean Charest sur la rue Sherbrooke. Il y a au-dessus de 2000 personnes. L'atmosphère est tendue et la tension est palpable. La police de Montréal commande une intervention de l'escouade tactique. La table est mise pour les mois à venir. Pendant le printemps et l'été 2011, les manifestations gagnent en popularité. Le 10 novembre, 200 000 étudiants québécois sont en grève pour lancer un dernier signal au gouvernement Charest.
Le 23 janvier, la FEC et la FEUC évoquent ouvertement la possibilité d'une grève générale illimitée. 2011 finit sur une impasse, et c'est en 2012 que les choses déboulent rapidement. D'abord, le 13 février, c'est le début de la grève générale de plusieurs associations étudiantes. 3 jours plus tard, le 16, la ministre de l'Éducation, Lynn Beauchamp, ordonne aux cégeps et aux universités de ne pas reconnaître le droit de vote des étudiants et va même jusqu'à inviter les enseignants à franchir les lignes de piquetage. Pour les étudiants, c'est scandaleux. Le 22 mars 2012, une des plus grosses foules de l'histoire du Québec est rassemblée pour manifester dans les rues de Montréal. 310 000 étudiants québécois sont en grève. Après le soulèvement spectaculaire du monde arabe qu'on appellera le printemps arabe, au Québec, on parle désormais de printemps érable. Es-tu arrivé l'ambulance? Il y a 5 minutes, j'ai lâché le 911, il a dit qu'il y avait une ambulance en route. Pour le gars en arrière, ça, avec l'œil? OK. La tension atteint des niveaux dangereux, alimentés par la répression des forces policières. À Victoriaville, une manifestation tourne à la tragédie quand la police ouvre le feu sur la foule avec des balles de caoutchouc. Un étudiant prend une balle en plein visage et perd l'usage d'un œil. À bout de souffle et sans recours, la ministre de l'Éducation, Lynn Beauchamp, démissionne de son poste le 14 mai 2012. Elle est remplacée par Michel Courchaine. Madame Courchaine va, dans les heures qui viennent, convoquer les représentants des associations étudiantes à une rencontre pour faire le point. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, ce conflit a déjà trop duré. La patience des Québécois a atteint ses limites. 4 jours plus tard, le 18, c'est l'entrée en vigueur de la loi spéciale, la fameuse loi 12. La loi prévoit différentes mesures pour assurer le retour en classe et la fin de la grève, notamment des amendes élevées pour les manifestants et les grévistes. La loi est immédiatement condamnée par le Barreau du Québec, Amnesty International, le Conseil des droits de l'homme et l'ONU. On pense que c'est avec une loi spéciale qu'on va faire taire la jeunesse du Québec. Ce gouvernement-là semble préférer nous mépriser plutôt que de nous écouter. Mais s'il croit que c'est avec des matraques ou une loi spéciale qu'il va nous faire taire, il se trompe! La loi 12 dégrade sévèrement les relations entre les étudiants et le gouvernement, et c'est là que commencent les manifestations de casseroles à Montréal. Il est impossible de rester sur les lignes de côté. Tout le monde a son opinion sur la grève et il va sans dire qu'à un certain moment, la crise étudiante devient presque une crise sociale. Pour les Québécois, il y a quelque chose de beaucoup plus grand que la cause étudiante. C'est aussi le ras-le-bol d'une population épuisée de son gouvernement de plus en plus impopulaire. On va se souvenir de cette année comme étant l'année où les jeunes se sont tenus debout et comme étant l'année où on a gagné. Soyez fiers, continuez parce qu'on a peut-être les pieds pleins d'eau, mais on a la tête remplie d'espoir d'un monde meilleur, d'un monde où le gouvernement de Jean Charest incarne un passé et où nous, les jeunes, sommes l'avenir. Et ce qu'on veut savoir aujourd'hui, c'est comment est-ce que les leaders de ce mouvement étudiant qui a marqué l'histoire voyaient leur cause et leur lutte à l'époque. Sans plus attendre, 8 ans plus tard, voici d'abord Gabriel Nadeau-Dubois, puis Martine Desjardins et Léo Bureau-Blouin. Gabriel Nadeau-Dubois, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation à moi et Benjamin. Je suis très content d'être ici avec vous. Ouais. Gabriel, co-porte-parole de Québec solidaire, député dans la circonscription de Gouin et à l'époque, porte-parole de l'AC et de la classe pendant la grève de 2012, évidemment. On répète depuis 14 semaines maintenant que ce n'est qu'un début et qu'on continue le combat. Est-ce que vous attendiez à ce genre d'exposition médiatique-là et c'est un rôle que vous voyez d'avance? Je vais être devant les caméras tous les jours, puis ça va être où ça vous a surpris de voir qu'il y avait cette dimension-là qui venait avec, qui était indétachable? Ça m'a surpris. Je me suis pas impliqué à la classe en ayant même non seulement je savais pas que ça arrivait, mais j'avais même pas la volonté
d'être à l'avant-scène. C'est-à-dire qu'il faut comprendre, moi, je commence à m'impliquer dans le mouvement étudiant autour de 2007-2008. En tant que simple militant, j'ai travaillé pour rédiger le journal qu'on publiait à l'époque dans le mouvement étudiant, militer sur le terrain, d'abord dans mon cégep, ensuite à l'université. J'ai fini par arriver au conseil exécutif donc national autour de 2010. Jamais je pouvais savoir, jamais j'aurais pu imaginer que 2012 aurait l'ampleur que 2012 a eu, que 2012 serait 2012. D'une part, puis encore moins que j'y jouerais un rôle public aussi important. Je l'ai jamais prévu, je l'ai jamais vu venir. Ça m'a pris complètement par surprise. C'est intéressant ce point-là, quand tu nous dis que tu n'as pas vu venir la grosseur de l'événement. Personne n'avait vu venir. Est-ce que justement les personnages qui ont été construits autour des leaders étudiants sont pas justement au final trop gros? Est-ce que ça a été difficile à porter? Personnellement. Je pense que quand on écrit l'histoire, on écrit aussi un récit. Hein. Puis je pense qu'il y a un récit qui s'est écrit autour de mon rôle en 2012. Je laisserai Léo et Martine parler pour eux-mêmes, mais il y a un récit qui s'est créé autour de mon rôle en 2012 qui est, comme tous les récits, une partie de décalage avec la réalité. Hein. Quand on écrit l'histoire, on insiste sur certaines choses, on insiste moins sur d'autres. Donc, je pense que oui, il y a quelque chose comme une importance qui m'a été accordée dans le récit qu'on fait de 2012 qui est peut-être un peu décalé de la réalité parce que dans les faits, j'ai commencé comme un simple militant et c'est ce que j'ai été pendant des années. Tout d'un coup, le mouvement nous a tous surpris. Bien sûr, on souhaitait que ça soit gros, hein. C'est pas un accident. Quand je dis que ça nous a surpris, je veux pas dire que c'est un accident. On a travaillé d'arrache-pied pendant des années à d'abord prêcher dans le désert, ensuite prêcher à des tout petites poches de convaincus, puis étudiant par étudiant, étudiante par étudiante, assemblée par assemblée, cégep par cégep, université par université, département par département, classe par classe. C'est beaucoup de travail de militant. Des années, des milliers d'heures investies pour convaincre un individu à la fois, pour récolter des années plus tard cet énorme mouvement social qu'on souhaitait, qu'on appelait de nos vœux, mais qu'on n'a pas vu venir. Que vous pensiez jamais que ça allait être aussi gros. Mais d'un côté, toute cette puissance médiatique-là, mais de l'autre côté, un devoir d'agir auprès des associations. Est-ce que vous aviez les moyens de vos ambitions? Est-ce que vous aviez les idées suffisamment franches pour agir? Dans l'organisation, personnellement, non. J'avais 21 ans. J'ai eu 22 ans pendant la grève. J'avais, pour ainsi dire, jamais fait d'entrevue ou à peine de ma vie. Il y a personne qui est préparé pour ça. Je pense que ce serait un énorme manque d'humilité que de dire aujourd'hui que, moi, j'étais arrivé là, je savais tout ce que je faisais, j'étais préparé. Il y a une énorme part d'improvisation. Mais oui, mais là-dessus, il a dû avoir un sentiment incroyable presque d'imposture au début, que de porter un mouvement de centaines de milliers de personnes en étant conscient de ses propres vulnérabilités, puis qu'on apprend au fur et à mesure, mais qu'on doit porter ça en même temps. Est-ce que ça a été, au niveau personnel, un peu un défi? Mais ça dépend de ce que vous voulez dire par imposture. C'est-à-dire que le mouvement, il était ce qu'il était. C'est le plus gros mouvement social de l'histoire du Québec. C'est ça, donc c'est de le mener imposture, de le mener si jeune. Donc moi, et ces gens-là m'ont réitéré leur confiance. Disons les gens de la classe, pas tout le mouvement, mais les gens de la classe m'ont réélu à quelques reprises. Lorsque mon leadership a été challengé à l'interne, les gens m'ont à chaque fois redonné leur confiance. Donc je me sentais pas imposteur au sens de je suis pas à ma place. Je me sentais, disons, j'étais très mal outillé personnellement pour faire face à ça. C'est ça, je veux dire, une première entrevue, à tout le monde en parle, c'est lourd, c'est du stock. Et de pas en avoir fait quelques-unes avant, ça doit être une grosse épreuve personnelle. Tout à fait. Puis tu sais, les gens habituellement là, qui sont subis à une pression médiatique comme celle-là, il y en a peu. Et ces gens-là habituellement ont une énorme équipe de conseillers de communication, d'attachés de presse, il y a tout habituellement un appareil autour de ces gens-là pour les équipes. J'avais... Parce que vous sembliez quand même super bien organisé, là. On avait l'air, comme dit ma grand-mère, on avait l'air, mais on n'avait pas la chanson. C'est-à-dire que il y a une énorme part d'improvisation. J'avais mon conseil exécutif, qui était les camarades avec qui on coordonnait la grève, mais eux, ils étaient occupés à temps plein à coordonner la mobilisation, les manifestations, les assemblées générales. J'avais un attaché de presse, Renaud Poirier-Saint-Pierre, avec qui je fais encore les 400 coups aujourd'hui, qui était avec moi tous les jours.
Bien sûr, avec Jeanne Reynolds aussi, qui faisait partie de ce trio de communication à la classe. Puis Renaud avait fait un peu de médias avant, un peu de politique, qui était sans doute moins inexpérimenté que moi. Mais je veux dire, on parle quand même de plusieurs entrevues, parfois plusieurs dizaines d'entrevues par jour pendant des mois. Donc, est-ce que j'avais une équipe? Je dirais, j'avais l'équipe que j'avais puis qui a fait des miracles, mais est-ce que j'avais l'équipe à la hauteur, juste en termes de nombre de personnes, de ce que ça représentait comme exposition médiatique? Bien sûr que non. Vous avez fait vos classes en même temps, finalement, que vous le viviez. On a appris. Moi, j'ai appris à être porte-parole en étant porte-parole. Ce que les gens n'ont pas compris, c'est que ce personnage-là n'a aucun pouvoir exécutif. Lui, il a toujours besoin d'un mandat pour parler. Donc souvent, ça va être sa manière de se défiler. J'ai pas parlé à mes assemblées de cette question-là comme sur la question de la violence. Puis on a souvent eu l'impression, les gens autour, que quand tu refusais de te prononcer, puis que tu disais « je ne suis simplement qu'un porte-parole », que c'était une façon simplement de te réfugier dans une certaine langue de bois. C'est le feeling que ça donnait. Tout à fait. Est-ce que c'était le cas? Qu'est-ce qu'il en était exactement? J'ai eu l'occasion d'écrire de longues pages sur cette question-là dans le livre que j'ai publié 1 an après la grève, parce que moi, j'avais besoin de revenir sur ce que j'appellerais cet énorme malentendu. Puis pas un malentendu de mauvaise foi, un malentendu qui venait d'un choc entre deux conceptions de la démocratie. Entre la conception de la démocratie qui est celle qui est mainstream, qui est dominante dans notre société, c'est-à-dire la démocratie représentative, où on élit des gens pour prendre des décisions à notre endroit pendant une période de temps, et une conception de la démocratie, une démocratie directe, une démocratie participative, où on nomme des gens pour exécuter des mandats. Et le monde médiatique, le monde politique, bien sûr, évolue dans la conception représentative de la démocratie, alors que le mouvement étudiant, ou en fait la classe comme frange la plus militante du mouvement étudiant, carburait sur une autre conception de la démocratie, où, en effet, on était élus par nos instances, par le Congrès, pour porter des mandats, mais pas pour prendre des décisions. Donc, c'était pas un refuge. Pour faire une réforme. Donc, c'était pas un refuge, mais ça n'a pas été interprété comme un refuge par mauvaise foi, je pense, par les journalistes et les politiciens. Des fois, ça pouvait être... Il y a eu de la mauvaise foi, et moi, je me rappelle de lire des éditoriaux qui disaient, par exemple, Gabriel Nadeau-Dubois est un jeune politicien très habile parce qu'il a trouvé... Calculateur. Il a trouvé un subterfuge rhétorique pour ne pas répondre. Alors que si ça avait été un subterfuge, ça aurait été un très mauvais subterfuge. C'était vraiment qu'il y avait une incompréhension entre deux conceptions de la démocratie. Et ça a été difficile pour moi de vivre ce malentendu-là parce que on faisait dans les médias un portrait de moi comme quelqu'un de malhonnête, alors qu'en fait, j'étais coincé dans une structure politique qui était tellement différente de celle des médias. Est-ce que tout simplement c'est lourd? Je pense que c'est encore le cas aujourd'hui. On t'a présenté d'ailleurs comme co-porte-parole. Est-ce que tu vis encore ça et est-ce que c'est lourd? D'abord à l'époque, puis ensuite maintenant. À l'époque, c'était lourd, mais c'était plus que lourd. C'est ce qui a éventuellement mené à ma démission. Lorsque j'ai remis ma démission au mois d'août, c'était notamment, il y avait des raisons aussi de fatigue mentale, de fatigue physique, mais une des raisons politiques fortes de ma démission, c'est que j'étais dans une situation complètement paradoxale où, d'une part, nos adversaires, notamment le gouvernement libéral, voire Jean Charest lui-même, avaient comme stratégie politique très claire d'utiliser la classe et moi, individuellement, comme porte-parole de la classe, comme repoussoir, comme épouvantail dans l'objectif de gagner les prochaines élections. C'était sa stratégie, c'était clair, il ne manquait jamais une occasion de parler de la rue, de parler de la classe, de parler de Gabriel Nadeau-Dubois. Le récit politique qu'il racontait, j'étais le méchant dans ce rôle-là. Et donc, ces propos-là me renvoyaient vers moi énormément de pouvoir, mais un pouvoir qu'à l'intérieur du mouvement, je n'avais pas. Donc là, il y avait comme un truc complètement paradoxal et c'était pas juste lourd, ça a été insupportable, cette tension-là, tant et si bien que j'ai décidé de démissionner au début du mois d'août, du mois d'août 2012, en disant, c'est pas vrai que je vais jouer ce rôle d'épouvantail qu'il veut me faire jouer. Et ça a été très difficile. Puis est-ce que c'est encore difficile aujourd'hui? Beaucoup moins. Parce que ça fait 8 ans, parce que j'ai eu le temps d'y réfléchir. Et il faut quand même dire que oui, je suis porte-parole de Québec solidaire aujourd'hui, mais ça reste un parti politique
où Manon et moi, comme co-porte-parole, maintenant comme leader parlementaire, on a quand même une capacité plus grande d'exercer un leadership dans l'organisation, et je me retrouve pas, je me suis jamais retrouvé, puis je pense que je me retrouverai jamais dans une situation aussi tendue à Québec solidaire que j'ai pu le vivre à l'époque. Ça n'a rien à voir, c'est pas la même culture politique, c'est pas le même contexte politique, c'est vraiment deux bébites très différentes. Martine Desjardins, directrice générale du Mouvement national des Québécoises et des Québécois, syndicaliste, ex-chroniqueuse à LCN, à Télé-Québec et au Journal de Québec, Journal de Montréal, et à l'époque porte-parole de la FEUQ, probablement l'association qu'on entendait, ou en tout cas l'acronyme était le plus simple à retenir, malgré que classe, ça va bien. Juste pour le bénéfice des auditeurs, puis le mien aussi, je l'avoue, je ne sais pas, là c'est qui était co-porte-parole versus qui était président, puis tout ça. Léo était président, donc il était président de la Fédération étudiante collégiale du Québec. Gabriel était co-porte-parole avec Jeanne Reynolds, qu'on oublie, mais il y avait une femme aussi qui était co-porte-parole à la classe. Puis c'est ça, moi j'étais présidente, en fait, de la FEUQ. Pourquoi Jeanne Reynolds n'est pas dans le... On n'en parle pas, on n'en entend pas parler, pour rentrer dans la légende en même temps que toi et Léo et Gabriel? Ben, en fait, pourquoi elle n'est pas là? Ben, je dirais, elle n'était pas là non plus dans les grandes entrevues ou dans les sorties. Elle a été dans une sortie publique avec nous. On était 4 quand on a fait comme l'annonce de notre coalition, là, qui était principalement médiatique, au mois d'avril en 2012. Mais sinon, il n'y a pas eu vraiment d'autres moments où on a dû faire d'annonces où elle était là. C'était principalement Gabrielle qui était toujours là dans les grosses entrevues aussi. Donc, toi, tu étais négociatrice à l'intérieur de ça comme présidente. Ton rôle, ça consistait à quoi précisément? Mon rôle, en fait, c'est de déterminer le plan d'action, être porte-parole et mener la table de négociation pour la fédération universitaire. Donc, j'avais un rôle assez important. Et j'ai été accompagnée à ce moment-là dans ce rôle-là d'une équipe de 8 personnes. Donc, on avait l'impression qu'on était comme probablement une centaine. On était juste 8 à la FEUQ. Une équipe soudée assez solide. C'est des gens que je vois encore aujourd'hui qui sont des très bons amis. On m'avait formée quand je suis arrivée à la FEUQ en me disant que j'étais seule au sommet. Donc, s'il y avait des décisions à prendre, ben, il fallait que je sois capable de les assumer. Autrement, ben, la porte était pas très loin. Ben, moi, j'étais quand même un peu plus vieille que Léo et Gabriel. Là. J'ai eu 30 ans en 2011. J'étais au doctorat. J'avais déjà passé à travers le réseau universitaire. J'enseignais. J'étais chargée de cours et j'étais même assistante de recherche à l'époque. Fait que moi, me retrouver à la FEUQ, c'est parce que je l'avais voulu. C'était quoi ton rôle, ta spécialité dans la coalition? Là, on parle des 3. On parle entre toi, Léo, Gabriel, avec Léo et Gabriel. Ouais, c'était quoi ta spécialité? T'étais la corrosive, t'étais la conciliante, la médiatrice, le bon cop, bad cop. Avais-tu un qui relève un peu plus de l'intangible? Là? C'était quoi c'est où t'es forces? C'est une bonne question. On m'a toujours dit que j'étais celle qui négociait, mais tu sais, en même temps... Des fois, j'avais l'impression de jouer de backup. Ça dépend qui était de l'autre côté. Tu sais, par exemple, si c'était Léo, des fois, c'était moi qui étais le backup, tu sais, parce que Léo était souvent le bon cop dans ces affaires-là, dans les négociations. Puis là, on me faisait passer pour la bad cop. Bon, c'était correct. Si c'était Gabriel, j'étais rarement la bad cop. À ce moment-là, j'étais pas mal plus la médiatrice. S'il y avait les deux, on m'a souvent identifié comme étant la conciliatrice entre Léo et Gabriel, comme s'il y avait comme des grands enjeux d'entente. Moi, j'ai lu des choses là-dessus. Oui, ben c'est ça, exactement. Mais c'est ça, c'est comme si, parce que j'étais une femme, c'est moi qu'il fallait qu'il concilie les deux. Il était capable de se gérer tout seul. Il n'avait pas besoin de moi. Le cabinet de la ministre n'avait pas à contacter les fédérations étudiantes depuis la fameuse proposition de vendredi. Pour en parler, Martine Desjardins, que vous voyez à l'écran, mais qui est en direct aussi en studio, représentante évidemment des étudiants au niveau universitaire. D'abord, parlez des nouvelles. Là. Il y a eu un coup de fil. Qu'est-ce qui se passe? En fait, il y a eu un coup de fil, mais vraiment, on tourne en rond là, ici. On a eu un coup de fil pour nous demander encore une fois de leur faire parvenir la recherche de la Commission d'évaluation des universités du Québec. Recherche qu'ils ont dans les mains depuis maintenant 2 ans. En plus, ils ont reçu de la part du Conseil supérieur de l'éducation les mêmes recommandations qu'on avait présentées en décembre. Ils ont reçues en février. Lors de la table de discussion, on leur a remis à nouveau cette recherche-là. Donc, j'ai l'impression qu'on a fait un coup de fil pour dire qu'on avait repris les discussions avec nous. C'est un processus de relations publiques, soit, mais vraiment, les discussions là, sont encore au point mort. J'ai l'impression qu'on tourne en rond. Là.
quel point tu étais à l'aise avec ça, l'aspect médiatique de la chose, qui était quand même pas, tu sais, c'était dans la description de tâche, mais j'imagine que tu n'avais pas en tête que ça allait prendre une telle place dans ton quotidien. Non. À quel point t'étais prête à ça, puis à quel point tu étais à l'aise? J'étais pas du tout prête, puis j'étais pas du tout à l'aise. En fait, ma première entrevue a été une catastrophe, pour vrai. Moi, il faut se rappeler, je suis élue au mois de mai, le 1er mai 2011. En fait, qui est élu à ce moment-là? Stephen Harper, dans un gouvernement majoritaire. Et ça, c'est mes premières entrevues comme présidente de la FERC. Qu'est-ce que le mouvement étudiant peut attendre? Et je me plante, mais solidement, au point où mon attaché de presse a dû rappeler la journaliste et faire l'entrevue au complet en disant « Oui, mais en fait, ce qu'elle voulait dire, c'était telle chose. » Après ça, ils m'ont formée. En fait, ils ont appelé quelqu'un qui m'a donné de la formation. C'est pas une blague. J'ai une formation de 2 jours sur comment donner des entrevues, comment se présenter en duplex, parce que c'est pas naturel. Comment faire des entrevues à la radio, etc. Donc, vraiment formé intensément pendant 2 jours pour être capable d'être à niveau. Comme je disais, tu sais, moi, j'arrivais, puis Léo Gabriel, ça faisait déjà 1 an qu'ils étaient là. Fait qu'eux autres, ils avaient déjà eu un peu de travail, finalement, avant que ça parte pour vrai. Là, moi, je suis arrivée, puis déjà, on était un peu dans le début 2011, là, c'est ça. On était déjà un peu dans les grands mouvements, là. Il faut comprendre qu'ils sont prêts à aller jusqu'au bout pour les générations à venir. Ils se battent pas pour eux, là, nécessairement. Ils se battent pour les générations à venir. Mais là, on est rendu dans un débat politique. Là, on fait de la politique. C'est clair, c'est un débat qui est politique depuis le début. Clairement, c'est pas économique. On parle d'un conflit étudiant avec des droits de scolarité. Là, on est rendu dans un conflit politique. Je pense que ça a toujours été le cas depuis. À ce moment-là, si on pousse la logique, qu'est-ce que vous faites à la tête d'une association étudiante? Pourquoi ne pas vous présenter en politique? Mettez votre figure sur le poteau. Gabriel Nadeau-Dubois, même chose. Je pense pas que ça l'aiderait la cause étudiante actuellement. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment défendre le droit et les intérêts de nos étudiants. C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on propose. Ce qu'on veut revoir, c'est le financement des universités. On va avoir des réponses à nos questions. Et malheureusement, et c'est la raison pour laquelle c'est un débat politique, c'est que le gouvernement ne veut pas discuter du financement des universités. Il veut seulement mettre de l'avant la hausse du droit de scolarité sans la justifier et en le faisant encore aux contribuables qu'on veut leur refiler la facture, ce qui n'est pas du tout le cas. Au contraire, avec nos propositions, on essaie d'enlever du poids sur les contribuables. Ça s'est transformé, hein? Ça a commencé comme une grève étudiante, c'est devenu une crise sociale importante. Ouais. Est-ce que vous étiez des personnages trop gros, trop médiatiquement, je parle, par rapport au pouvoir réel que vous aviez? Ouais, ça on était. En fait, oui, moi je pense que oui. Je pense qu'on était rendus comme des porte-parole d'un mouvement social, alors que c'est pas pour ça que j'avais été élue. Puis on avait quand même des gens, c'était quand même 50% de la population qui nous détestait vraiment, au point où je pouvais même plus prendre le métro à Montréal. Là, c'était rendu, je pouvais me faire harceler. Puis on avait des menaces de mort aussi, fait que mon équipe avait quand même assez peur pour moi dans les transports publics. Mais je dois avouer que c'est ça, c'était quand même, c'était plus gros que ça pourquoi j'avais signé, c'est clair. Sauf que j'ai beaucoup appris en fait de ce moment-là. Je pense que c'est par habitude, on finit, la pression a comme monté tranquillement, à nous amener jusque-là, fait que je vivais bien avec ça, mais c'est sûr que dans ma vie personnelle, puis dans la vie personnelle des gens qui étaient autour de moi, tout s'effondrait, là, on n'avait plus de temps pour rien d'autre, c'était que ça. C'était très, très, très prenant, en fait, vraiment. Mais je trouve que tu touches un aspect intéressant sur les relations interpersonnelles puis l'impact que ça peut avoir, surtout sur la famille puis les gens qui sont proches. Moi, je me demande, c'est un des enjeux, certainement, qui a été les plus émotivement chargés dans l'histoire récente du Québec, où il y avait vraiment 2 camps très clairs et un peu comme un oui et un non. Tout le monde se faisait demander, comme tu l'évoques, là, toi, t'es de quel bord? T'es de quel bord? Ça allait prendre position. Puis pas beaucoup de nuances de possible. Peu de gens étaient à cheval. C'était vraiment assez affiché, même sur la place publique. Ouais. Je me demande, dans tes relations personnelles, est-ce qu'il y a des amis que tu as perdus comme ça? Ouais. Ben, écoute, oui. Mais en fait, moi, j'étais en couple à ce moment-là. Ça a été fini, hein? Parce que j'avais pas de temps. En fait, pour la petite histoire, mon vice-président à la FERC, qui est maintenant mon conjoint, on a un enfant ensemble. T'sais. Fait que ça a créé d'autres choses, mais ça a fait tomber d'autres choses. Quand même, tu sais, oui, au niveau de mes relations, des amis que j'ai perdus parce que j'avais plus de temps en 2011, 2012 pour voir qui que ce soit, même 2013 après, ça s'est poursuivi. Mais quand même, oui, c'est sûr qu'au niveau personnel, au niveau de ma famille, mais moi, c'est pas si mal. Tu sais, j'ai une famille quand même assez tissée serrée. Puis, tu sais, moi, je me souviens, quand il y a eu la loi 78, entre autres, là, il y a un moment où tu sais, tout seul au sommet, hein. Fait qu'il y a un moment où il faut que tu prennes la décision de on appelle ou pas au cabinet de la ministre pour essayer de savoir ce qui se passe, etc. Puis, moi, je suis sortie de la chambre puis j'ai appelé ma mère.
Puis ma mère, elle m'a dit, Martine, j'ai aucune idée de ce dont tu es en train de me parler, mais je suis sûre que tu vas prendre la bonne décision. Fait que vas-y, fais le bon choix. Donc, pour moi, ma famille est restée quand même super importante dans ce conflit, puis m'a permis de garder comme... Qui t'a des repères. Des pieds sur terre, puis c'est ça, puis de me dire, tu sais, regarde, je veux dire, c'est pas une question de vie ou de mort, là, c'est une question de hausse des frais de scolarité, là, fait que, tu sais, comme, calmons-nous 2 secondes. Est-ce que vous faisiez vraiment front commun devant, d'une façon médiatique, ou vraiment, là, quand une fois que les caméras étaient fermées, vous étiez un groupe très uni? Ben, en fait, c'était un front commun fake feu, ça, clairement. La Fédération collégiale, la Fédération universitaire, on est comme on était des fédérations un peu sœurs, là, qui avaient été créées à l'origine par le même organisme. Donc, c'était beaucoup plus facile parce que l'arrimage de nos politiques, nos façons de faire, nos structures, des objectifs, la façon de procéder, tout était pareil. Mais du côté de la C, c'était vraiment plus pour les médias. Parce qu'à la base, tu sais, je veux dire, sur la manifestation du 22 mars, par exemple, Gabriel est allé à Tout le monde en parle, puis s'est fait dire, donc, vous allez être à la manifestation du 22 mars par Guy Lepage. Il n'y avait aucune idée qu'il y avait une manifestation. En fait, son monde n'avait pas encore voté là-dessus, mais disons qu'on avait déjà préparé, marché, tout ça, puis elle terminait à la Place du Canada. Et donc, j'ai dû dire en direct à la télé, oui, on va être à la manif. Puis la C, un peu fâchée, a décidé qu'il décidait que le point de départ était à la Place du Canada. Fait que nous, il a fallu qu'on revire de bord le trajet. Puis souvenons-nous, là, libérer des trajets, c'était bien problématique. Il fallait vous donner vos trajets en avance. Ouais, c'est ça. Fait qu'on avait sorti un trajet public à l'avance qu'ils avaient aussi enragé. Fait que bref, tu sais, c'était... On jouait comme une petite game comme ça, là, une petite partie de coup de poker. Mais finalement, c'était quand même bien. Ça a été beaucoup de travail, gérer ces relations-là entre le groupe. Là, je te vois rire pour les auditeurs. Ben, en fait, sûrement, mais c'était pas moi qui gérais. Ça, c'était mon vice-président. Je l'ai entendu souvent hausser le ton. On partageait un bureau, fait que j'entendais souvent, mais non, ça a été énormément de travail. Tu sais, je fais des blagues, là, mais oui, tu sais, ça a été énormément de travail. Léo Bureau-Blouin, avocat, ex-député dans la circonscription de la Vallée-Rapide et porte-parole de la FEC, qu'on disait, FECQ. Exact. Pendant la grève de 2012. C'est quoi l'acronyme? C'est Fédération étudiante collégiale du Québec. C'était quoi ton rôle officiel auprès de ton association étudiante? Moi, mon rôle officiel, en 2012, pendant la grève étudiante, c'était celui d'un président. C'était ça le titre. Donc, mon rôle était double. C'était à la fois d'être un porte-parole dans les entrevues médiatiques, les discussions avec le gouvernement, mais aussi un rôle de coordination. J'avais une petite équipe de 10 personnes qui travaillaient avec moi, qui étaient des élus aussi. Donc, c'était porte-parole, mais aussi un rôle plus stratégique. Où est-ce qu'on s'en va là, comme organisation? J'ai demandé aussi aux autres leaders étudiants. Hein, c'est même qu'on vous appelle. Comment tu trouves ça, ce nom-là? Leader Comment tu vis avec le terme leader étudiant? Moi, je trouve que c'est pas un mauvais terme, là. Tu sais, l'idée de leadership. La vérité, par exemple, c'est que les gens, ou dans la perception, nous en mettaient quand même beaucoup sur les épaules, dans le sens que c'était quand même un mouvement très décentralisé, où plusieurs groupes faisaient un peu ce qu'ils voulaient. Donc, on essayait en tout cas, moi, j'essayais de ramasser un peu tout ça puis de donner un discours cohérent, mais la vérité, c'est qu'on contrôlait pas grand-chose de ce qui se passait. Donc, des fois, c'était leader un peu que de nom. Mais je pense que quand même, moi, c'est pas un titre que je trouve bizarre. C'est juste que c'est pas nécessairement un titre avec lequel je voulais rester accolé toute ma vie. Oui, c'est ça, t'es encore le... Oui, c'est ça, tu sais, c'est le leader. Oui, là, ça fait un bout. C'est un peu le défi là, d'exister puis d'être autre chose que juste cet événement-là. Mais ça m'inquiète pas trop, comme le passage en politique. Puis là, maintenant, comme le travail, ça fait qu'on se forge d'autres identités, mais c'est pas une identité trop lourde à porter. En fait, pourquoi je te demandais ça? C'est parce que j'ai demandé aux autres c'était quoi leur rôle
intangibles au sein du groupe. C'était quoi leur force? C'était quoi, toi, ta force au sein de ce groupe-là, entre vous trois? Est-ce que tu étais le corrosif? Est-ce que tu étais le conciliant? J'utilisais l'expression bon cop, bad cop. Deux choses, peut-être à l'extérieur, si je peux dire, ou dans on peut distinguer peut-être dans les communications publiques versus dans les associations étudiantes, comme un peu à l'externe et à l'interne. Je pense que dans les communications publiques, je pense que j'étais perçu quand même comme justement plus conciliant, puis un peu l'espèce de visage de raison, ou peu importe, puis ça m'avait marqué, mais comme dans les sondages d'opinion aussi qui avaient été faits, l'association que je représentais, puis moi, on avait un taux d'approbation assez très élevé, puis quand il y avait la classe hésitait beaucoup à condamner la violence, puis c'était un élément sur lequel le gouvernement pesait beaucoup parce qu'il savait que c'était sensible. Puis moi, j'étais du genre à mettre de la pression, puis à dire, ben là, regarde, si eux sont pas prêts à faire ça et donc à ce qu'on accède aux négociations, moi, je vais y aller, tu sais. Et donc, j'essayais avec ça de mettre de la pression puis de dire, ben là, c'est beau tout ce mouvement-là, mais il faut qu'on atterrisse à quelque chose, puis il faut qu'on soit capable de... Fait que à l'interne, je pense que je réussissais quand même à pousser puis essayer de tenir mon bout. Puis j'avais peut-être les coudées plus franches dans l'association que je représentais que d'autres, mais à l'externe, je pense que c'était définitivement le conciliateur. Je reviens encore un peu sur la question des outils. Comment vous étiez outillés pour faire face à ça au moment où ça se présente? Parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui revient. Même Martine, tout à l'heure, nous a parlé de quelque chose que je trouvais très personnel, mais qui évoque beaucoup comment ça se passait quand elle dit « J'hésitais, puis j'ai appelé ma mère. » Parce que vient un moment où il n'y a pas de ressources, il n'y a pas personne qui va intervenir. Puis c'est là-dessus un peu que je me demande s'il n'y a pas un sentiment un peu d'imposture, un peu qui manque des outils, qu'on se présente dans un rôle sur un piédestal qui est si haut. Pourquoi maintenant? Exact. Pourquoi moi? Est-ce que je suis prêt pour ça? De comprendre qu'on est investi de quelque chose, mais que ça nous dépasse un peu. Est-ce que ça vous a été envahi un peu ce sentiment-là des fois? Oh, définitivement. Pratiquement à chaque fois que j'allais sur un plateau de télé, ou peu importe, il y a un gros sentiment d'imposture parce que tu dis oui, j'ai été élu comme représentant d'une association étudiante, puis mais comme j'avais beaucoup d'événements spontanés aussi qui se passaient, puis je voyais bien que le mouvement aussi devenait beaucoup plus gros que juste la question des frais de scolarité. Puis ce qui est différent maintenant d'un mouvement syndical, c'est que tu sais, dans le milieu syndical, par exemple ouvrier, il y a cette tradition que si le président ou le patron, la présidente, peu importe, donne un ordre, on arrête, on retourne au travail. Tu sais, les gens suivent un peu les règles. Dans le contexte étudiant, il n'y a pas vraiment de ces règles-là. Tu sais, puis le respect de l'autorité ou tout ça, c'est pas vraiment quelque chose qui existe. Fait que c'est pour ça que le terme aussi de leader étudiant, des fois, était pas tant approprié. Tu sais, on était plus des gens qui essayaient de canaliser quelque chose, puis on avait une autorité morale, mais... Léo Bureau-Blouin, l'ancienne ministre de l'Éducation, a dit « Je ne peux pas livrer la marchandise, donc je vais démissionner. » Beaucoup de gens se posent la question, quand est-ce allez-vous faire la même chose, vous aussi? Parce que vous ne la livrez pas, la marchandise. Écoutez, on a une rencontre ce soir à Québec où l'ensemble des associations étudiantes ont été conviées là, avec la ministre Courchaine. Donc, on se présente là, comme l'a dit Mme Beauchamp, en mode compromis, justement, en mode ouverture, en mode résolution de crise, parce que je ne peux que partager l'avis des gens qui disent que ce conflit a déjà duré très longtemps. Je trouve cependant un peu facile. Martine parlait de sa mère tantôt. Ça m'est arrivé aussi, moi, à me donner, dans mon cas, c'était mon père, mais je me rappelle plus exactement c'était quand, mais c'était dans tout un épisode là, de négociation, justement, avec le gouvernement et tout ça. Puis, soudainement, on dirait que je sentais tout un poids de dire, OK, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je peux recommander telle affaire ou pas le recommander? Où est-ce qu'on en est? Puis, j'ai été le voir, puis j'étais complètement abattu. Là. Je pense que j'ai braillé d'un bras, puis je sais pas quoi faire. Là, c'était comme soudainement, on dirait, trop. Fait que c'est l'entourage aussi, tout ça qui t'aide à... Mais on dirait que moi, j'étais tellement... Excuse-moi, qu'est-ce que ton père t'avait dit alors? Je pense qu'il m'avait surtout écouté, justement, puis je pense que c'était surtout de me faire parler, de m'écouter, puis finalement, tu sais, que si je le sentais pas dans ce contexte-là, de pas aller de l'avant, de pas recommander, mettons, d'aller de l'avant avec telle entente ou peu importe. Mais... Donc, les deux fois où les leaders étudiants ont été chercher de l'aide auprès de leurs parents les ont aidés à simplement reprendre confiance plutôt que leur dire quoi faire. Oui. Quel est ton souvenir le plus marquant de toute cette saga-là?
mon souvenir le plus marquant, je pense que c'est le 22 mars 2012. Donc ça, c'était la plus grande manifestation qu'il y a eu. Et 200 000 personnes là, qui sont réunies dans les rues à Montréal. Les 3 associations étudiantes y participent. Donc, moi, Martine, Gabriel, on est là. Puis, le mouvement était déjà gros à ce moment-là, mais on dirait que j'avais pas nécessairement conscience d'à quel point c'était gros. Puis là, ben, il y a des gens qui venaient me voir, puis qui me reconnaissaient, moi puis les autres représentants étudiants. Puis là, de voir cette marée humaine. Puis c'était une journée aussi qui était vraiment belle. Ça a vraiment été comme un beau moment humain là, de vivre ça, toute cette solidarité, cette beauté des gens qui sont là. Il n'y a pas eu non plus de débordement. On dirait que c'était comme tout était parfait. Et ouais, c'est un moment qui m'a vraiment marqué. Puis c'est même un des plus beaux moments de ma vie, là, de voir tout ça, de voir ouais, cette grande marée humaine. Ça m'a beaucoup marqué, beaucoup touché. Puis on dirait que c'est vraiment à ce moment-là, un peu sur le tard, peut-être, diront certains, mais que j'ai vraiment réalisé, hey, il y a quelque chose de gros qui se passe. Là. C'est quoi, c'est la cohésion du peuple en marche? Oui, le peuple en marche, puis de voir que hey, ça a marché notre affaire, la volonté de partir un mouvement de protestation, puis parce que le 22 mars 2012, puis toute la grève étudiante de 2012, c'était le fruit de 6 mois, un an et demi de travail où tu vas voir des étudiants qui sont récalcitrants, puis qui sont comme, ben là, ça vaut-tu la peine, c'est-tu important? Donc, de voir ces dizaines de milliers de personnes-là rassemblées, c'est comme, OK, on a réussi à convaincre bien du monde que ça valait la peine. Un autre moment où ça m'a frappé, la nuit que j'ai passé à l'Assemblée nationale avec d'autres pour l'adoption de la fameuse loi spéciale, donc qui s'appelait la loi 78, qui, elle, pour ceux qui ne s'en rappellent pas, interdisait les rassemblements pour plus de 50 personnes, obligeait les gens à obtenir l'autorisation. Puis ça, c'est un autre moment qui m'a marqué parce que c'était comme, hey, là, c'est toute la force de l'État, du gouvernement, qui vient dire, vous avez, game over, là, qui vient tirer un peu la plug de la console de jeu, là, c'est comme ça que je le voyais. Puis ça a vraiment été un moment de grande détresse un peu pour moi, parce que j'étais comme, hey, j'avais vraiment l'impression que c'était terminé. Finalement, le mouvement a continué autrement après, mais j'avais vraiment l'impression que là, le gouvernement ne jouait pas par les règles du jeu, là, tu sais, puis que... Puis à ce moment-là, ça a été quoi ta réaction? Ça t'a donné le goût de te battre encore plus ou tu t'es senti abattu? Bien, sur le coup, je me suis senti abattu, puis je me rappelle avoir même appelé Michel Courchaine cette fois-là pour dire « Hey, qu'est-ce qui se passe? Ça n'a pas de bon sens, vous pouvez pas faire ça, c'est pas juste. » Puis évidemment, elle, politicienne d'expérience, m'expliquait un peu « Oh, on peut faire ça. » Mais là-dessus, je trouve ça intéressant. C'est une naïveté que vous avez un peu perdue d'une certaine manière, puis un cynisme face à l'État qui s'est installé, que de penser, ça, ils feront pas ça. Jamais qu'ils vont nous interdire. On est en démocratie, on peut aller manifester. Quand ça tombe, ça doit être ta perception de l'État, puis de ton gouvernement, puis du Québec aussi, qui en prend un coup d'une certaine manière. Oui, sur le coup, il y a un certain cynisme puis un abattement, mais d'un autre côté, j'ai comme rapidement réalisé, OK, s'ils font ça, là, c'est parce qu'on les dérange pour vrai. Puis après ça, le narratif, si vous en souvenez, a beaucoup changé parce que c'est devenu les frais de scolarité, c'est devenu la liberté de manifester, c'est devenu le gouvernement qui empêche les gens de manifester. Puis je pense que le mouvement étudiant a gagné encore plus d'appui après ça, finalement. Puis c'est là que toutes les casseroles commencent et tout ça. Fait que d'un côté, t'es comme abattu, mais finalement, tu te dis, regarde, ils gagneront pas ce jeu-là. Puis s'ils font ça, c'est un peu des gestes désespéré, tu sais. Et moi, ce qui m'a donné espoir, c'est de voir que le mouvement a continué. Puis, si j'avance un peu dans le temps, il y a les élections 2012. Moi, je me suis présenté. Là, le Parti québécois gagne. Je gagne aussi. Puis, je me rappelle d'une de mes premières rencontres. C'était au bureau de la première ministre, dans ce cas-là, qui était sur McGill à Montréal. Puis, c'est la dernière fois que je m'étais rendu là. Il y avait des cordons d'anti-émeute. Puis, tu sais, j'étais persona non grata. Puis là, tu sais, j'étais assis dans le building, dans la salle de rencontre. Donc, ça te fait réfléchir aussi que la table de jeu, elle peut changer vite. Et ça m'a beaucoup redonné confiance. Fait que, oui, il y a des moments de cynisme, mais au final, moi, je suis pas sorti cynique de tout ça parce que quand l'autre fait des coups que tu as l'impression qu'ils sont pas qui sont désespérés, qui sont pas dans les règles du jeu, ça finit par le pénaliser. Mais penses-tu que tes collègues se sont sentis trahis, que tu joignes le Parti québécois ensuite, puis que tous les gains pour lesquels ils avaient milité ne se sont pas matérialisés au bout de la ligne? Gratuité scolaire notamment, qui était un des points de la classe. Oui. Est-ce qu'il y a eu une espèce de tension ensuite de ça, du fait que tu avais un peu joint l'adversaire, qui était le gouvernement du Québec, quel soit-il, là? Ben, je pense que ça dépend à qui on parle. Tu sais, c'est que
les franges plus radicales dont on parlait qui m'aimaient pas à la base. C'est sûr qu'ils m'aimaient pas plus quand j'ai joint le Parti québécois puis le gouvernement. Mais, par exemple, les militants étudiants avec qui je travaillais, puis je pense beaucoup d'étudiants en général aussi étaient satisfaits parce que la preuve, c'est qu'ils sont pointés aux urnes, qui ont été votés, le Parti québécois a été élu. Et l'enjeu quand même spécifique des frais de scolarité, moi, l'organisation avec laquelle je travaillais, on se battait pas pour la gratuité scolaire, puis je savais que ça peut être un idéal, un rêve, mais je pense que beaucoup de gens savaient quand même que c'était pas réaliste. Dans le prochain épisode, on pourra les entendre discuter tous les trois. Comment les trois leaders étudiants s'entendent entre eux maintenant? À l'époque, on pouvait se demander si l'alliance entre les différentes fédérations et associations étudiantes, si c'était juste une mascarade pour les médias. Mais maintenant, est-ce qu'ils acceptent de faire tomber les masques et dévoiler comment les choses se sont vraiment passées vues de l'intérieur? Animation, Benjamin Tremblay et moi-même, Denis Martel. Réalisation, Anne-Sophie Carpentier. Merci à Joshua Ménard Suarez à la recherche. Une production Cube Radio.